Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Candy. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banh Mi Podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Candy. Salut Candy, comment tu vas ? Salut Linda, ça va super bien et toi ? Ça va très bien. Merci de m'accueillir et merci d'avoir répondu à l'invitation pour me recevoir pour Banh Mi Podcast. Alors Candy, tu es comédienne, humoriste et auteure. Moi, je ne te connaissais pas et c'est une copine qu'on a en commun qui m'a présentée à toi et qui a notamment soulevé un de tes derniers posts sur Instagram où tu parles de tes origines et du regard des gens sur les Asiatiques. Un post très fort qui m'a beaucoup touchée, puis j'ai découvert tes vidéos, très drôles, j'ai rigolé. Merci. Je me suis reconnue souvent dans tes punchlines et toi Candy, tu as commencé tes premières scènes de slam et de stand-up quand tu étais à la fac. Et tu es passée par le Jamel Comedy Club en 2007, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Tu es aussi comédienne, tu joues actuellement dans Camping Paradis. Ouais, c'est ça. Et tu es aussi autrice, auteure ? Autrice, bon, moi je dis auteur toujours, mais ok, je rajoute un E à auteur. Voilà. Auteur. Pour des émissions, des séries, la radio et de la télé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors Candy, est-ce que tu peux te présenter et parler un peu de ton parcours pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? J'ai envie de te dire, tu viens de le faire. En fait, j'ai commencé la fac de droit en même temps que j'ai commencé l'humour. Voilà, l'humour et le slam en fait. Enfin, le stand-up et le slam. J'ai commencé par le slam d'abord. Et, saison 2 du Jamel Comedy Club, donc en 2007. C'était avec un slam que j'ai participé à l'émission. Et puis après, je me suis dit, on va, comment dirais-je, commencer au fur et à mesure. Enfin, tu te professionnalises. Moi, je ne me voyais pas arrêter mes études. Je me suis dit, on ne sait jamais. Tu connais nos cultures, nous. C'est d'abord le travail. Et puis, je ne pensais pas pouvoir faire de ce loisir un travail encore à cette époque-là. Tu vois, parce que je n'ai pas fait d'école de théâtre. J'ai pris aucun cours, moi, dans ma vie. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris plutôt en autodidacte. Donc, quand c'est en autodidacte, ça prend plus de temps. Tes fondations sont quand même très solides parce que du coup, tu l'apprends aussi à tes dépens et avec ta volonté. Et voilà. Et en fait, après, j'ai fini mes études de droit, j'ai commencé à travailler. Et c'est en 2012 que vraiment je me suis professionnalisée. Enfin, je me suis dit, à partir du moment où je gagnerai de l'argent avec la scène ou l'écriture, j'arrête tout le reste et je me consacre à ça directement. Donc, ça a mis un certain temps quand même, 5-6 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à en même temps étudier le droit et écrire du slam à côté ? Enfin, il y a un truc qui a fait que tu as commencé l'écriture ou... L'écriture, en fait, j'ai toujours écrit. Moi, je voulais faire du rap quand j'étais plus jeune. J'adorais le rap en fait, rap français, rap américain aussi. C'est quoi tes rêves de rap français ? J'aimais bien Oxmo à l'époque, Fab, la Clica. Enfin, tu vois, c'est vraiment des anciennes références, très anciennes références. Et il y avait aussi Expression Directe qui était du 78, tout ça. Enfin bref, c'était du rap de cette époque-là, j'aimais bien. Voilà, donc je voulais écrire dans ce sens-là. C'est comme ça que j'ai commencé un peu le slam. En fait, j'avais déjà ce truc d'écrire un peu. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes premières scènes du Jamel Comedy Club ? Enfin, comment t'es arrivée là-bas ? En fait... Parce que c'est gros, quoi. Ouais. À l'époque, on se dit Jamel Comedy Club... C'est vraiment ta validation en tant qu'humoriste. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux croiser plein de gens qui ont déjà fait le Jamel Comedy Club. Ouais. Mais là, je suis arrivée sur la saison 2. La saison 1, ça a été un immense carton. Où vraiment, on a fait émerger des artistes qu'on n'avait jamais vus jusqu'à là. Enfin, le seul qu'on avait vraiment vu, c'était Jamel. Et il y avait beaucoup de scènes. Il y avait des scènes de stand-up à l'époque. Mais c'était très underground, quoi. Enfin, tout le monde ne connaissait pas. J'ai dû faire 2 scènes qui sont assez bien passées.
Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire le Jamel Comedy Club. Et je suis allée voir un mec qui s'appelle Kader Aoun, qui travaille avec Jamel, qui est un gros producteur aujourd'hui, un auteur réputé. Je suis allée le voir à la sortie c'était quoi, le Casino de Paris, pour savoir comment on pouvait faire pour faire le Jamel Comedy Club. Il me dit, bah t'as une vidéo, je peux en avoir une pour demain. Ok. Et puis voilà quoi. Tu sais, c'est l'innocence, la naïveté, et ce qui fait qu'en fait, tu dis, bah pourquoi pas quoi. Tu sais, si tu ne tentes pas, t'as pas quoi. Ouais. Mais c'est quand même un peu intimidant quand même. Sur une grosse scène à l'époque, le Jamel Comedy Club, et toi, t'arrives avec... Ah bah oui. T'es quand même allé un peu au culot. Je crois que c'est même pas du culot, c'est vraiment de l'inconscience. Hein. Ouais. Tu vois, tu dis, bah voilà, c'est ça que... En fait, c'est un truc que je trouve on perd avec les années. C'est ce truc de dire, bah j'essaye quoi, je tente quoi, tu vois. T'as pas peur du refus. Tu te dis, moi je connais une dame qui m'avait dit un jour, le non tu l'as déjà, reste plus qu'à aller chercher le oui. Tu vois, donc moi je me disais ça, hein, je me dis bah je vais lui demander, j'ai envie de faire ça, pourquoi je le ferais pas. Ouais. C'est cool ce que tu soulèves parce qu'il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas ça ou qui n'osent pas parce qu'en fait ils ont trop peur du non, alors que quand tu pars avec cette mentalité de dire le non il est déjà là et en fait il peut que y avoir du oui. Et bah là, tu vas plus passer le pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je le fais moins qu'avant aujourd'hui, tu vois. Il y a des trucs que j'ose moins faire, ou tu vois, parce que tu as un peu plus conscience des enjeux, mais du coup, tu t'interdis trop de choses, peut-être, tu vois. Donc, j'essaye, c'est marrant, je suis vraiment dans une phase où je rééquilibre ça, justement. Où tu te dis non toi-même, en fait, alors que tu n'as même pas demandé. Ouais. Et souvent, je suis surprise, hein. Des fois, je demande des trucs à des gens, et c'est rare. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup demander, tu sais. J'ai grandi en me disant compte sur toi-même quoi. Et sauf qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur moi-même aussi. Et j'ai aidé beaucoup de gens aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si je demande à quelqu'un de faire un truc pour moi, mais les gens, il n'y a pas de problème, Candy, avec plaisir. Ah bon? Ah bah c'est cool, merci. Du coup, comment t'es venue l'écriture dans ta jeunesse? Est-ce que tes parents écrivent? Et mon père écrivait pas mal, ouais. Et en fait, non, c'est une prof de français en 3e. Je suis dyslexique, moi. Donc, ça veut dire que parfois, l'orthographe, j'avais du mal. J'étais pas hyper bonne en grammaire. Il y avait des trucs où vraiment, j'avais des blocages. Mais elle trouvait que j'avais un bon style d'écriture, que j'écrivais bien. Et en fait, elle m'a vraiment encouragée, cette femme-là. Je me rappelle plus de son nom, c'est dommage. Mais elle m'a dit, ah, mais t'écris vraiment bien. Et tu sais, quand t'as quelqu'un qui croit en toi... Ouais. Bah, à chaque fois qu'il y a une rédac ou un truc, j'avais envie de faire super bien et tout. Et ça avait l'air facile, en fait. Et donc, du coup, ça m'est resté. C'est important quand à l'école ou quand t'es petit, quand on te dit, quand on te complimente sur des choses et tout, dont tu te rends pas compte. Après, tu sais, genre inconsciemment, ça te fait quelque chose et ça te reste... Ça te valorise, quoi. Ouais, ça te valorise et tout, ouais. Ok. Toi, qu'est-ce qui t'inspire le plus et te donne envie de te poser et d'écrire? En fait, c'est vraiment... c'est quelque chose que je comprends aussi aujourd'hui beaucoup plus. C'est que déjà, l'écriture, c'est une discipline. C'est-à-dire que l'inspiration, c'est pas au moment où tu es le plus inspiré que tu vas écrire. Et, ça se force. Il y a des jours où tu es moins bon que d'autres. Hein. Et puis, il y a des jours où ça va être plus facile et tu vas sortir des choses parce qu'il y a un temps pour que les choses, elles maturent dans ton cerveau par rapport à, je sais pas, si j'ai envie d'écrire sur tel sujet. Et ben, j'ai un temps où en fait mon cerveau va faire ce travail-là. Donc il faut aussi ça l'accepter, qu'on ne peut pas être hyper productif tout le temps. En revanche, on doit être discipliné quand on est dans l'exercice de l'écriture. C'est-à-dire que c'est comme un sportif, il va faire son décrassage tous les jours et courir et tout. Et ben toi, tu dois le faire aussi en fait. Tu as ta séance d'entraînement voilà, pour maintenir la mécanique et... parce qu'à chaque fois que tu t'arrêtes de t'entraîner, revenir, c'est toujours très, très dur, quoi. Donc moi, je vois l'écriture de cette manière-là. Alors, Banmi, c'est le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes liées à l'Asie. En quoi tu es rattachée à l'Asie, Candy? Tu veux dire génétiquement? Génétiquement par ma famille, du côté de mon père, qui est vietnamien, et ma mère, eux, ce sont des Bosniaques. Les Bosniaques, ouais. Tu sais, pour les enfants métis, c'est toujours un peu difficile, Linda, parce qu'en plus, on a grandi en France. Et moi, j'ai 2 cultures de mes parents qui sont extrêmement différentes. Et en fait, j'ai jamais vu la culture de l'un ou de l'autre comme un problème. Quand je dis de l'un ou de l'autre, je parle même pas que de mes parents. Je parle de toutes les cultures du monde parce que tu dois t'adapter tellement à des environnements différents que du coup, en fait, on te jette dans n'importe quel endroit.
tu sais faire avec les gens, comprendre les gens même dont tu ne parles pas la langue. Enfin, tu vois, moi, j'ai jamais eu de problème, voilà. Et je savais pas si je me sentais, tu sais, une enfant de la France. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'en sais rien, t'es éclaté entre de milliers de cultures. Et c'est quand tu voyages que tu te rends compte que t'es une bonne petite Française quand même. Ouais, Hein? Tu sais, t'as des réflexes de Français. Mais dites donc, on attend beaucoup là. Et ben alors, comment ça, 8 heures pour voir un médecin? Mais on est où là? Tu vois? Et donc, en fait, c'est là que tu te dis, non, je suis française. Il n'y a pas de doute. T'es allée à à l'école de la République française. S'il y a un truc qui me rattache vraiment à l'Asie, je pense que ça passe par la cuisine. Ouais. Tu cuisines asiatique? Non, mais je mange. Non, je cuisine quelques trucs et tout, mais tu cuisines quoi? Je suis pas la plus grande cuisinière. Moi, j'aime bien, mais maintenant je mange plus trop de porc, donc c'est un peu embêtant. Mais genre, je faisais du mam, tu vois ce que c'est, avec la pâte de crevettes qui sent très mauvais là. Tu vois, genre les petits travers de porc coupés, avec un petit peu d'ail, tu fais revenir, gnoc mam, machin, tu sais, la pâte avec du concombre et du riz, enfin des trucs comme ça. Trop bon. Ouais, c'est trop bon, mais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Mais mon père, en fait, ma famille, c'était des grands cuisiniers. Mon père, il cuisinait hyper bien et il est décédé depuis 2008. D'accord. Et c'est vrai que, tu sais, quand t'as tes parents qui cuisinent, tu cuisines moins. Tu manges quoi. Ouais, tu manges. Ouais. Exactement. Donc, Des complémentaires. Et quels sont les héritages que tu pourrais retranscrire, toi, comment tu as grandi entre un papa qui est vietnamien et une mère qui est bosniaque? Enfin, c'est quel genre de culture que tu as à la maison? Fallait trouver déjà une langue d'entente, donc c'était le français. Ouais. C'est des peuples qui sont un peu pudiques, les deux. Ouais. Un peu durs aussi. Tu sais, quand je dis dur, je parle par rapport à la culture française, en tout cas, qui reflète pas toujours les émotions, où c'est le travail qui est important d'abord. Pour du côté de ta maman et du côté de ton papa, ouais, les deux, quoi. Du côté de mon père beaucoup, du côté de ma mère aussi. Tu vois, c'est les Slaves, c'est des gens quand même qui sont un peu dur, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, qui ont une sorte de réserve, un peu de pudeur, qui s'expriment pas comme t'as plein d'autres amis français où tu vois, on s'exprime pas pareil. Mais nous, on se vannait beaucoup à la maison. D'accord. Nous, c'était notre mode d'expression, notre manière de communiquer. Tu vois, des fois, on se mettait tous sur un et tu vois, et on était très forts. Ma mère comme mon père, c'était des vrais punchliners, très forts. D'accord, ça vient de là alors. Oui, sûrement, sûrement. Alors, j'aimerais revenir sur le post que tu as écrit et dont j'ai parlé dans l'intro, qui m'a interpellée et touchée. J'avais 5 ans, je suis rentrée de l'école en pleurant. Ma mère m'a demandé pourquoi je pleurais. Ils ont dit à l'école que j'étais une Shintok et que j'avais les yeux de Chinois. Je pleurais toutes les larmes de mon cœur. À cette époque, je voulais être comme beaucoup d'enfants de cette cour d'école d'Aubervilliers. Je voulais m'appeler Julie. Je détestais Candy. Je voulais être blonde et avoir des amis. Les seuls amis que j'avais étaient des amis issus de la diversité. Ceux à qui on ne parlait pas beaucoup. Le rejet, je l'ai vécu très fort. Ma mère m'a dit « Papa, il a les yeux comment ? De Chinois ? Et c'est joli les yeux de Chinois ? Pourquoi ça te fait pleurer ?» Je ne m'étais jamais posé la question de savoir si c'était joli ou non. J'ai juste ressenti la différence et le rejet des autres. Je ne voulais pas me sentir différente. Je voulais être comme tous les autres, normale. Et j'ai été à part jusqu'à mes 13 ans, jusqu'à ce que cette différence devienne une singularité et que cette singularité devienne un atout. Des petites métisses brunes aux yeux verts en forme d'amande, ça devenait côté. Les Jackie Chan, les Shintok, les bols de riz, les nems, autant de qualificatifs qui marquent l'injure et qui s'inscrivent profondément dans ton cœur et dans ta chair. Et nous, enfants issus de ces familles d'immigrés asiatiques, mais pas que, on nous inculque la soumission, ne pas se faire remarquer, se taire, travailler. Il ne fallait pas faire d'histoire. Alors pendant longtemps, je n'ai rien dit. Puis j'ai appris à manier le verbe, le sarcasme, la punchline. Je faisais du Viet Vo Dao verbal. Et j'étais très forte. Ça n'a plus été un problème, parce que je savais me défendre et peu importe la case dans laquelle tu voulais me placer, je m'en évadais. Jusqu'à ce qu'il y ait quelques années de cela dans mon milieu, qui est celui des artistes, une personne d'une production me dit droit dans les yeux « Candy, c'est notre quota minorité visible. » What ?
Je n'étais donc pas là pour mon talent, pour mon travail, ma rigueur, ma détermination ou mon intelligence. Non, j'étais là parce que j'étais métisse et on rajoute à cela femme. Je suis tombée par terre, je me suis revue à 5 ans, le cœur brisé pour la première fois. Cette phrase m'a renversée et je me suis rappelé qu'il fallait des quotas pour que ceux qu'on oublie de compter. Pourquoi je raconte tout ça ? Pas pour défendre une cause, ni me mettre dans une position victimaire, mais pour que vous compreniez intimement que ça fait non pas d'être à part, mais d'être en dehors et rejeté. Les mots ont un sens. Je suis la première à vanner, à remarquer la différence et en jouer, pas là pour la pointer, mais pour la lever. La communauté asiatique parle enfin. Ce n'est pas chose facile pour des peuples aussi pudiques. Je me joins à cette parole, non pas de plainte, mais de cœur. Je me suis demandé si la différence était une force ou une faiblesse. Ma réponse est qu'elle n'est que le résultat du fossé que l'on creuse entre nous. Je ne suis pas différente de vous, je suis vous, mais à ma manière. Alors, Candy, comme je te l'ai dit, ce texte m'a beaucoup touchée et ça me touche encore là parce que je suis émue. Je vois ça. Comment tu vas me faire pleurer, arrête. Mais du coup, pourquoi t'as écrit ça ? Pour te faire pleurer, Linda. Pourquoi j'ai écrit ça ? Parce qu'en fait, ce matin-là, j'avais vu un reportage que Brut avait tourné sur la manifestation que la communauté asiatique avait faite, justement pour dire maintenant ça suffit en fait de nous traiter comme on nous traite depuis toujours et on n'en parle jamais en fait. On ne dit pas, on subit et on se tait. Et en fait, ça m'a marqué. Et il y a des trucs, tu sais, que tu oublies de ton enfance où tu vois, cet événement-là, je l'avais enterré en fait, d'une certaine manière. Et je sais pas, j'ai senti ce besoin, pas de l'écrire pour raconter ma vie, mais comme un témoignage de ça justement, de ce que ça fait quand t'es petit et qu'on te dit t'es une tête de Shintok, t'as les yeux bridés, tu vois, et que toi, vraiment, tu t'es jamais posé cette question-là et tu te dis mais... Et en fait, c'est vraiment le rejet qu'elle a avec ça. Je voulais en témoigner et vraiment être solidaire. On est ou trop ou pas assez asiatique ou pas assez blanc ou pas assez, tu vois. Donc on sait jamais si on est légitime pour prendre la parole en réalité. On est ci ou est-ce qu'on est ça, puis finalement on est le fruit des deux et peut-être que c'est bien qu'on parle nous aussi. Et même de la manière dont je parlais de mes origines à l'époque dans des sketchs, je le referai plus jamais aujourd'hui parce que ça correspondait à une époque où voilà, c'était marrant, mais voilà. Et pour autant, je suis pas non plus pour que on n'ose plus rien dire. Moi, j'ai des amis qui me vannent sur le fait que j'ai pas de fesses, tu vois, et qui disent genre mes fesses, elles prennent un mur et elles font un trou, elles disent ça c'est des fesses. C'est des copines sénégalaises et moi je dis ouais mais ça c'est mes cheveux et voilà, tu vois. Et c'est pas grave en fait, tu vois. Voilà, parce qu'il n'y a pas de méchanceté derrière en fait. Le problème c'est toujours ça, c'est pas est-ce que tu peux vanner ou est-ce que tu peux pas vanner, c'est est-ce que tu aimes cette culture là ou pas, est-ce que tu aimes cette personne que tu vas vanner, tu vois. Si tu n'aimes pas la personne que tu vannes, forcément c'est méchant, forcément elle va être blessée. Et sur scène c'est ce que je fais aussi, je veux pas faire souffrir l'autre, dans le sens où c'est pas que je veux pas dire les choses, c'est que je sais la portée qu'un mot peut avoir, surtout quand t'es exposé au milieu de tout le monde et qu'on on te vanne comme ça, tu sais, c'est hyper blessant. Donc en fait c'est est-ce que tu aimes suffisamment l'autre pour te permettre de faire cette remarque là ou pas. Si juste c'est pour te moquer, ne fais pas, on n'est pas dans une cour d'école. Est-ce que tu as eu des réactions par rapport à ton texte ? Écoute, franchement, Linda, énormément. Et je ne m'attendais pas du tout parce que tu sais, c'est des choses que tu écris comme ça un peu... Et des gens même m'ont posé la question, pourquoi moi qui suis humoriste et qui parle, je ne l'ai pas dit, ce texte-là. Mais il y a des trucs, moi, je suis incapable de les dire à voix haute.
Je suis plus à l'aise en écrivant. Et les retours, j'en ai eu beaucoup. Et alors, ce qui était surprenant, c'est qu'il y en a eu de la communauté asiatique, mais pas seulement. En fait, ce texte-là, il a vraiment fait écho aux souffrances qu'on a, mais qui sont d'ordre universel, en fait. Tu vois, un petit qui était gros quand il était enfant, une fille qui était trop maigre, une fille qui était noire, enfin, tu vois, une personne qui était handicapée. Enfin, en fait, ça a vraiment une portée assez universelle. Et j'ai eu beaucoup de retours, ça a été beaucoup partagé. Enfin, tu vois, et ça m'a touchée aussi parce que je me suis dit, ben, tu sais, il y a des fois, il y a des choses que tu mets ça comme ça. Tu te dis, ouais, je sais même pas qui va le lire, quoi, tu vois. Et en fait, non, il y a eu un écho. Et ça, c'est vraiment agréable quand tu as un écho à ce que tu fais. Tu te rends compte de l'impact que ça a quand les gens reviennent vers toi avec des réactions, quand vous commencez à en discuter, à échanger sur des choses. Et quand tu le lis, toi, ne serait-ce que toi, à voix haute, même moi, il m'a touchée. Tu vois ce que je veux dire, ce que je me dis, en fait, ouais, je comprends la portée. Quand toi, tu l'écris et que tu le sors de toi. Mais quand je dis l'écho, pour moi, l'écho, c'est, tu sais, c'est un langage du cœur, en fait. C'est ça, l'écho. Tu vois, c'est un langage du cœur. Ça veut dire qu'au-delà même des mots, c'est que les mots, ils vont directement, ils te touchent au cœur, tu vois. Ça passe même pas par ta tête. Ça passe droit au cœur. Ouais, c'est pour ça que ça m'a ému. Ouais. Mais je vois ça et ça me touche beaucoup. Ouais. Ça, c'est fou, comment dire, la remarque que cette personne a pu faire par rapport à le quota. Le quota, ouais. Il y a déjà eu des phrases du genre des producteurs de chaînes, hein, tu vois, qui ont déjà dit genre les Asiatiques, c'est anxiogène à la télé. On sait jamais ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Mais les Asiatiques, c'est ouf de dire un truc pareil. C'est anxiogène à la télé. Mais ça veut dire que vraiment, tu n'en connais pas. Ouais. Donc, en fait, il faut ouvrir ces gens-là à autre chose qu'à ce qu'ils connaissent, quoi. Est-ce que tu vois, toi, un mouvement dans le paysage de l'humour français et dans le cinéma ou les séries télévisées qui laissent plus de place à des visages asiatiques en 2021 c'est encore très, très difficile. Aujourd'hui, bon, tu vas avoir Frédéric Shaw, que maintenant on identifie bien, Boone. Mais bon, tu vois, l'ouverture, elle est pas encore très, très... On en a aussi en partie responsable. Dans le sens où aussi on fait beaucoup de trucs entre nous. Tu vois, dans notre cercle, dans notre communauté, où on se connaît, où on se sent bien, où on ceci, où on cela. Mais à un moment donné, à nous aussi d'aller ouvrir les portes et de dire, bah voilà, en fait, arrêtons de nous voir comme... je suis un asiatique, tu es un arabe, tu es un noir, ou tu es... Enfin, tu vois. Maintenant, je pense que... tu vois, moi, j'adore l'Angleterre, par exemple, parce que quand tu regardes leurs séries télé, bah, t'as de tout, en fait. T'as des couples mixtes, des trucs. T'as un mec, c'est un sikh, et ça pose de problème à personne. Ouais, ils ont normalisé complètement tout type de visage, en fait. Et dans une série, moi, je pense là à Skins, tu vois de tout. Tu vois de tout. Ouais. Tu vois de tout et ça te pose aucun problème. Alors qu'en France, c'est... oui, il nous faut un noir parce qu'on a besoin... Enfin, tu vois, genre ça. Ils disent pas il nous faut un médecin et puis peut-être qu'il sera noir le médecin. Ouais, voilà, c'est ça. Non, il nous faut un noir parce qu'on en a besoin parce que c'est dans sa cité ou de je ne sais quoi, tu vois. Donc en fait, à partir du moment où tu dis pas je cherche un comédien qui incarnerait un médecin d'eux et que tu laisses le champ des possibles à ce que ce soit un asiatique ou un mexicain ou un africain, tu vois, il est là le problème, tu vois. Il est vraiment là le problème, c'est qu'on racise trop, mais aussi parce que ceux qui regardent la télé, par exemple en France, c'est beaucoup les vieux, c'est pas tellement les jeunes. La télé est regardée aujourd'hui par les vieux. Les plateformes sont regardées par les jeunes. Donc en fait, il y a des trucs, peut-être que ça va changer. Du coup, est-ce que ça change sur des offres de casting pour des plateformes, pour OCS, pour Netflix, etc. Est-ce que tu vois que ça change ? Ça commence à bouger, vraiment. Je pense qu'il y a... Dans quelques années, tu vois, mais c'est comme pour les femmes. Tu vois, maintenant, si tu es une femme typée, ça commence à devenir un petit peu intéressant, en fait. Mais ne serait-ce que même en auteur, dans des pôles d'auteurs ou des choses comme ça. Parce que malheureusement, on passe aussi par ce genre de quota-là, tu vois. Là, ça va dans notre sens, tant mieux. Mais un jour, j'espère qu'on n'aura plus besoin de quotas et qu'on prendra les gens parce qu'ils ont cette qualité-là ou cette qualité-là. Ouais. Pour l'instant, on en a encore là. Acceptons qu'on en a encore là et puis voilà, ouvrons, quoi.
Alors que la France, elle a une grande histoire, par exemple, ne serait-ce qu'avec le Vietnam, tu vois. Et une histoire pas facile non plus. Moi, c'est vraiment ça qui me marque en France, c'est que pour moi qui habitais en Asie pendant 8 ans, tu vois, dans mon quotidien, c'était beaucoup d'asiatiques et tout. Et moi, ce qui me frappait en France, c'est que je suis dans une rame de métro et t'as de tout, quoi. Ouais. T'as du pakistanais, du chinois, du vietnamien, du sénégalais, du tunisien, enfin, t'as vraiment de tout. Et c'est ça, pour moi, qui fait la richesse de la France. Mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc qui fait que on n'a pas trop envie de montrer, quoi. Bah, en fait, tu sais aussi pourquoi? Parce que cette mixité-là que tu vois, elle est issue de la colonisation. Donc forcément, tu sais, il y a des choses que tu n'as pas envie de regarder droit dans les yeux aussi. Hein. Ce pas des gens qui sont venus juste vivre ici parce que c'était cool. À la base, ils sont venus reconstruire un pays. À la base, tu vois ce que je veux dire? Il y a un passif colonisateur, colonisé. Entre les différentes cultures que tu vois ici. Donc il n'y a pas un rapport d'égalité. Après, nous, les Asiatiques, on est des modèles d'intégration. Hein. On est là, on fait, je veux dire, les Chinois, ils font pas de bruit, ils restent entre eux, tout va bien. mais c'est ça, donc tu vois, de ce rapport de colonisateur et colonisé, bah, il y a des stigmates qui restent encore. Donc je pense que... Et nous aussi, on a ce truc de, on est en dessous de. Et alors qu'on a grandi ici, on est né ici. Moi, je suis une enfant de la République française. Hein. Toi aussi, Linda. Enfin, tu vois. Ouais, carrément. Ce que je veux dire. Et ben, des fois, si tu te poses la question, tu vas dire, ah bah, je sais pas trop. Bah, comment ça, je sais pas trop? J'ai ces origines-là, mais je suis française, monsieur. Parce que même quand on te pose cette question, on te dit t'es de quelle origine? Mais je suis française. Non, mais on s'est compris, tu vois. Et donc, en fait, ça veut bien dire que bah, t'es pas française, vraiment. T'as aussi fait des scènes à Montréal. Ouais. Et à Montréal aussi, c'est vraiment une ville cosmopolite, multiculturelle. Et t'as une belle scène de l'humour. Quelle est la différence avec la France? À Montréal, ils sont entre la France et les États-Unis. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le stand-up, par exemple, aux États-Unis, ça a des décennies et des décennies. Là où chez nous, c'est vraiment beaucoup plus récent. Ouais. Nous, on a une culture du théâtre. On a une culture de la scène. Mais du stand-up, c'est quelque chose qui est assez récent. Et donc, en fait, là-bas, ils ont une école déjà de l'humour. C'est très professionnel. Moi, ça m'avait étonnée. Je ne savais pas que ça pouvait exister une école de l'humour. J'en avais jamais entendu parler. Effectivement, ouais. Bah, Roman Fressinet, il a fait... Ouais. Elle n'est pas donnée. Hein. Enfin, c'est pas donné. Hein. Mais du coup, il n'y a pas une multitude de scènes comme il peut y avoir à Paris, par exemple. Donc, ça veut dire que quand tu débarques... moi, je me rappelle, en 2012, quand j'ai voulu aller jouer là-bas, j'avais demandé quels étaient les plateaux qu'il y avait là-bas et j'avais contacté différentes personnes pour pouvoir jouer. Et j'avais envoyé des messages 4 mois avant ma venue, quoi. Ouais. Et les gens m'avaient dit, ah, vraiment, c'est désolé, mais il n'y a plus de place, tu vois. Bon, je fais très mal l'accent, mais... Pardon. J'ai reconnu. T'as reconnu, ouais. C'était raciste comme moi. Mais donc, ils m'ont dit tout s'il y avait place. Et il n'y a qu'un mec qui m'a dit oui. Et c'était le Saint-Cyboire. C'est un des gros plateaux qu'il y avait là-bas. Okay. Et je me suis dit, bon, bah, je vais pas intérêt à me planter, tu vois. Et j'avais adapté, j'avais joué. Et ça avait bien marché. Et du coup, tous les gens qui m'avaient dit, non, c'est bon, c'est mort, ils m'avaient rappelé pour me dire, c'est bon. Donc, j'ai passé, moi, des super soirées à Montréal à jouer. Et ils sont très pros. Très technique. Okay. Là-bas, il n'y a pas des histoires de plagiat ou je sais pas quoi. Bon, ça existe un peu partout, hein, même aux États-Unis. Il faut arrêter de dire que ça n'existe pas. Mais si jamais on te grille en train de voler du matériel aux autres, tu es interdit de comedy club. Tu vois. En France, quand même, si tu débarques, tu as un peu plus l'accès à pouvoir tenter ta chance quand même. Tu vois, il y a des open mic un peu partout. Ouais. Tu vois. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'humoristes en France, tu vois, des gens qui vont se lancer dans l'humour et c'est pas aussi simple que ça non plus. Moi, j'ai lu un article quand je faisais mes recherches du coup sur l'humour et sur les femmes qui sont dans l'humour, et c'est un milieu qui est majoritairement masculin.
Et on voit que c'est vraiment en train d'évoluer avec de plus en plus de femmes sur scène. Voilà, ça avait commencé avec Muriel Robin, Michel Larocque, Blanche, Florence Foresti, Fadili Camara, toi, Candy. Et puis j'avais lu un truc sur Internet où tu avais une humoriste qui disait que c'était difficile quand même d'être une femme humoriste parce que elles avaient cette image d'être trash et d'être un peu rentre dedans et un peu avoir cette image entre guillemets masculine et que ça collait pas justement à la féminité. Pour les hommes, voir une femme sur scène, ça peut faire peur. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Candy ? Alors, une femme qui fait de l'humour, en fait, alors c'est de moins en moins vrai. J'ai envie de te dire, moi maintenant, ça fait à peu près presque 13 ans que je monte sur scène. Donc j'ai quand même vu un peu les choses évoluer aussi. Il y a de plus en plus de femmes, mais parce qu'il y a de plus en plus d'hommes. Mais le ratio homme-femme, tu vois, il n'y a pas autant de femmes qu'il y a d'hommes, clairement. Tu vas avoir du mal à me citer quelques noms de femmes, d'humoristes, alors que des hommes, tu vas pouvoir en citer une pelletée, quoi. L'humour, à la base, je pense que les gens le voyaient plus comme une discipline masculine. Parce que pendant longtemps, les femmes, elles ne parlaient pas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, tu vois. On était là, on était dans cette forme de soumission à nos maris. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque, on n'avait pas le droit de travailler si jamais comment dirais-je, ton mari ne te donnait pas l'autorisation de. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était un peu sois belle et tais-toi, quoi. Ouais, et puis fais le ménage et occupe-toi des gosses et fais ce que je te dis aussi, tu vois. Donc, en fait, tu as toujours été, comment dirais-je... l'enfant ou tu vois l'objet de quelqu'un, tu vois, t'as été celui de tes parents, puis après celui de ton mari, puis après voilà quoi, tu meurs. Enfin, la vie des femmes, ça fait pas longtemps qu'il y a une émancipation réellement de la femme. Maintenant, par rapport au trash, non, c'est pas plus trash que les hommes en réalité, c'est juste que on s'attend moins à ce discours-là venant d'une femme. Ouais, c'est ça. Mais je suis désolée, des sketchs sur la branlette des mecs, t'en as combien, s'il te plaît ? Des milliards. Ils ont tous un sketch sur ouais, vous savez, quand je me branle, tu vois, il y en a plein. Nous, on n'est pas plus trash. C'est juste qu'on parle de sujets que beaucoup de gens n'en parlaient pas. Nous, c'est des trucs qu'on se disait entre nous. Et c'est vrai qu'on a une facilité à se dire des choses entre filles que peut-être parfois les hommes sont plus pudiques entre eux en réalité. C'est vrai. Ils vont raconter des trucs, ouais, t'as vu la meuf là, mais si c'est ta nana, mais jamais il racontera rien du tout. Il dit non, tu parles pas d'elle, tu vois. Tu vois, il y a un respect des choses, alors que nous, vas-y, t'as vu, lui, il était comme ça. Tu vois. On va plus dans les détails. Ah ouais, hein, si vous avez un gland en forme de cœur, on le saura tout. Hein. Si tu te reconnais. Mais tellement. Mais oui. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Et est-ce que c'est ça trash ? Non, c'est juste que nous, on dit les choses peut-être un peu plus directement. Et en même temps, peut-être qu'il y a eu des sketchs, qui sont un peu plus, on va dire, en dessous de la ceinture des femmes et tout ça. Mais à un moment donné, c'est normal, quand la parole, elle se libère, t'ouvres les vannes, tu vois, sans mauvais jeu de mots. Tu vois, tu te permets de dire des choses que... Pendant longtemps, on les a pas dites. Et puis, à un moment donné, les choses se réguleront. C'est comme là, ce mouvement-là. Alors on peut plus rien dire sur les Noirs, on peut plus rien dire sur les Asiatiques. C'est pas ça, le débat, les amis. On n'en est pas là. Est-ce que tu as le droit de dire ça ? Est-ce que tu peux plus dire ça ? Ou est-ce que tu as le droit de dire si ? C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, comme le mouvement MeToo, il y a des trucs qui ont pu paraître excessifs, mais... Regardez toute la violence qui a été subie pendant longtemps et qui n'a pas été dite, et même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, va te plaindre que ton patron, il te plotte un petit peu les fesses. Qu'est-ce que tu risques de perdre ton travail et tout ça. Dans cette période de crise actuelle, c'est encore renforcé. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, tout mouvement, quel qu'il soit, à un moment donné, pour casser ce qui existe, c'est violent. Et après, moi, je pense que les choses, elles vont se rétablir et se rééquilibrer. Et je suis pas, moi, pour la censure non plus. Je suis pas pour créer des scissions entre les communautés. Je suis pas pour dire les uns contre les autres. Non, tu peux reconnaître que ça a pu me blesser. Moi, je sais que, par exemple, je peux être une fille un peu maladroite. Par exemple, hier, je parlais à un ami, il avait un bonnet qui était absolument affreux parce que ça lui allait pas. Et je savais pas comment lui dire, et je lui ai dit, t'as une tête d'épicier. Et je me suis rendu compte que c'était pas hyper sympa, tu vois. Mais moi, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Et il m'a dit, la bâtarde. Voilà ce qu'il m'a dit.
Mais parce que tu vois, il avait une grosse barbe, des lunettes, un bonnet qui tombe comme ça. T'as une tête d'épicier, mon gars. Et moi, je te rends service, je te dis, tiens, tel style de bonnet t'irait mieux, tu seras plus beau gosse avec ça. Pour moi, c'est une preuve d'affection. Mais je me rends compte que, tu vois, ma manière de m'exprimer, elle est peut-être malheureuse et que j'ai pu le vexer. Mais c'est de l'amour, en fait. Mais oui, mais après, bah oui, parce que si je m'en fous de lui, je le laisse avec sa tête d'épicier. Bah ouais, tu lui dis. Et puis il reste célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais moi, si j'ai du respect pour toi, je vais pas te laisser dans cet état-là. Non, mais tu vois? Mais après, je suis maladroite en compliments. Je sais que je suis pas et que je sais pas toujours bien dire les choses. Mais si moi je te dis ça, c'est pour toi. Et c'est pas pour te tuer. Et je t'ai pas dit ça. Bon là, je le dis à tout le monde, mais tu vois, je vais pas te dire ça devant tout le monde. Voilà, à un moment donné, bah, ouais. La libération de la parole, elle est importante. Que tu sois une femme sur scène, que tu sois une personne d'une telle ou telle communauté où tu t'es senti brimée, parce que c'est la réalité, les amis. Faut pas nier la blessure des gens. Maintenant, de là à faire des victimes les reines de ce monde, je suis pas d'accord avec ça. Tu vois, par exemple, là, alors, peut-être que je vais être, on va pas être d'accord avec moi, mais je trouve que les sanctions, elles arrivent trop vite maintenant. Les gens n'ont même plus le droit de s'excuser pour rien du tout, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est-à-dire que moi, je reprends le cas en fait, t'as une espèce de police qui se fait de mais c'est une milice. sociaux. Ouais, c'est une milice. C'est genre dès que tu vas faire un truc, genre tout de suite c'est oh là là, regarde, tout le monde pointe du doigt. Il y a des stories qui exactement qui se repartagent sur toi et tout, alors que t'as juste eu le temps de respirer et que en fait t'es déjà affiché quoi. T'es déjà affiché. Ouais. C'est les gentils contre les méchants. Ouais, et j'aime pas ce monde comme ça, tu vois, où il y a ces clivages si marqués en fait. Et je pensais à ça par rapport à la chanteuse Oshi. T'avais suivi en fait où il y a un pseudo-journaliste de musique qui dit franchement bon, c'est une superbe artiste, elle écrit des trucs magnifiques, mais qu'elle donne ses chansons à des filles très belles, à des filles magnifiques parce que elle genre elle est affreuse. C'est horrible ces propos et c'est pas les seuls propos qu'il a tenus, il en a tenu plein sur d'autres artistes, mais c'est un mec, il a 60 ans, il dit il parle de Sylvie Vartan machin, tu vois les références, tu te dis voilà, ce gars-là il a pas été maladroit, ça a été vraiment c'est de la connerie pure et dure, tu peux pas dire des choses comme ça, tu peux pas dire, il les a dites, mais tout le monde s'est mis sur lui, ça a fait un gros tollé et les responsables de la radio bah ils l'ont viré. Après il a fait des excuses un peu oui, bon, j'ai dit ça, désolé, je viendrai quand même voir tes concerts. Le gars, il s'enfonce un petit peu aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le gars, il a plus de travail aujourd'hui. Il a plus de source de revenus, il a plus rien. Je dis pas qu'il fallait pas le licencier, mais peut-être attendons un peu. Voyons comment. Pourquoi on n'essaie pas d'être un peu des médiateurs ensemble, tu vois? Ok, le mec, il a dit ça. Il est de la vieille école, c'est abusé. Maintenant, il faut qu'il comprenne que ça ne se dit pas. Mais pourquoi, au lieu de faire une sorte de chasse aux sorcières, on n'essaie pas de justement de lui mettre un peu d'amour dans le cœur à celui-là, pour qu'il se rende compte, qu'il se dise, tu vois, parce que là, qu'est-ce qu'il va se dire? Eh bah vas-y, à cause de l'autre moche, j'ai plus de travail. Voilà ce qu'il va se dire. Alors qu'elle est pas du tout moche, cette fille. Mais lui, voilà, elle est pas dans ses goûts. Tu vois, lui, il est Sylvie Vartan. Qu'est-ce que je veux que je te dise? Mais tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a les censeurs. Et la justice ne se fait plus au tribunal, la justice elle se fait sur Twitter, elle se fait sur les réseaux sociaux et les gens n'assument pas leur responsabilité, comme lui n'a même pas eu le temps d'assumer sa responsabilité de ce qu'il avait dit, voilà, il était dégagé. Tex pour une vanne sur les femmes battues, dégagé. Alors peut-être qu'il voulait le dégager depuis longtemps et que voilà, mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné, bah, c'est normal que les gens ils osent plus trop dire de trucs, tu vois, parce qu'ils se disent bah, à tout moment je peux sauter. Et après, on est là. Oui, les humoristes, vous dites rien. Bah, merci. Faut que je mange encore aussi, tu vois. Donc, on peut dire des choses. Mais après, les sanctions, elles sont vraiment hyper lourdes. Bah ouais, en fait, t'es un peu sur un fil, quoi. Tu as envie de t'exprimer. Et en même temps, si tu t'exprimes et que ça passe par l'oreille d'une personne qui le prend mal ou qui machin, et qui après le déploie sur les réseaux et ça fait enfin, les gens vont mettre, comment dire, ils vont plus réfléchir à ce qu'ils vont mettre sur les réseaux ou à ce qu'ils vont se mettre en vidéo et tout, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as plus cette même liberté d'expression peut-être qu'avant. En fait, c'est même pas qu'une question de liberté d'expression, c'est une question de liberté, point, en fait. Tu vois, ta liberté, elle est réduite, mais dans tous les domaines possibles, en fait. On a l'impression qu'on a plus de liberté, et en fait, non, parce qu'en fait, t'as des censeurs et des modérateurs partout, quoi. Bah, c'est-à-dire que maintenant, ça va vite.
Tu vois ce que je veux dire? Ça va très très vite. C'est-à-dire qu'avant, quand quelqu'un il voulait se plaindre qu'Evelyne Delia elle était mal habillée, il fallait qu'il écrive un petit courrier, qu'il mette dans l'enveloppe, qu'il aille la poster. Enfin, vraiment avoir le seum pour t'exprimer sur quelque chose que t'aimais pas. Alors qu'aujourd'hui, l'autre il est en train de manger des frites froides et il dit vas-y, ça c'est de la merde, qu'elle dégage. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est redoutable. Comment tu peux lutter contre ça? Donc ça met une pression qui est colossale et surtout ça rend visible des choses, mais des événements. C'est-à-dire que 2 jours plus tard, on est déjà sur un autre sujet, sauf que la vie de ces gens-là, elle est détruite. La e-réputation. Tu vois, lui, c'est un pédophile. Oh mon Dieu, c'est un pédophile. Toutes les vannes sur lui, c'est un pédophile et tout ça. On n'a même pas les tenants et les aboutissants. Mais voilà, et toute sa vie, ça va rester, c'est un pédophile. Et s'il est réhabilité, ça restera toujours un pédophile. Parce qu'on n'en parlera pas de la réhabilitation, parce que c'est pas... Voilà, on a le goût du sang aujourd'hui. Et c'est ça que je veux pas, moi. C'est qu'on prend plus le temps de la réflexion et on a que le temps de l'attaque. Elle est où sa carotide? Tranchez-la. Ça y est, c'est fini. Et je trouve ça grave, en fait. Juste pour finir, est-ce que ça fait peur? Ça peut faire peur, mais je pense de moins en moins. Et puis c'est surtout que quand tu es une femme encore sur scène, il y a des choses qui sont différentes des hommes. C'est-à-dire qu'un mec, il peut arriver avec un épi, une croûte dans l'œil et un machin, on va dire, il est marrant, tu vois. Une nana, je te jure que moi, je mets un temps avant de démarrer souvent mes passages, parce que je sais qu'il faut un temps au public pour m'analyser. Est-ce qu'elle est mignonne? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grosse? Est-ce qu'elle est maigre? Est-ce qu'elle a l'air sympa? Est-ce que j'ai envie d'être son amie? Toutes ces questions-là qui se posent pas systématiquement quand c'est un homme, tu vois. Donc peut-être aussi qu'on arrive avec un peu plus de, tu sais, on se dit, bon allez, il va falloir se battre un petit peu pour nous aussi aujourd'hui. Donc tu dois encore plus faire tes preuves quand t'es une femme. Mais c'est valable sur scène, c'est valable dans la vie en général. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Hein. C'est ça. Regarde à l'Assemblée, il y a une nana, on dit, c'est cool, il y a une nana. Tu vois ce que je veux dire? C'est valable dans tous les domaines. Donc en fait, la scène, c'est le reflet de ce qui se passe partout ailleurs en fait. C'est pareil. Être une femme aujourd'hui, c'est toujours compliqué. Parce que, et même, je vais te dire, les femmes les plus brillantes, elles ont toujours le syndrome de l'imposteur. Elles ont toujours l'impression qu'elles ne méritent pas. Tu sais que les femmes, c'est un truc de Christine Lagarde que j'avais vu la dernière fois. En fait, les femmes à haute responsabilité, souvent, elles n'osent même pas demander d'augmentation. Elles viennent jamais de négocier leur salaire. Alors que des mecs tout éclatés au sol, ils se disent j'ai quand même fait 2 papiers aujourd'hui, j'aimerais bien une augmentation. Ils ont pas de problème eux, à demander, tu vois. Alors que les nanas, elles ont travaillé 10 fois plus que d'autres, elles n'osent pas, tu vois. Donc nous aussi on a des choses à vraiment changer, et c'est pas contre les hommes, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. C'est pour nous affirmer voilà, par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, à notre force et notre travail en fait. Exactement, tu vois. Si tu te vois comme une force de une force de création, tu dois le porter. Et arrêter de te sentir inférieur ou moindre. Enfin, tu vois, et ça va mettre des années à changer. C'est tellement culturel. Pendant combien de temps on a été des femmes objets soumises? Pendant combien de temps? Des siècles et des siècles. Et dans des pays encore aujourd'hui où il y a des femmes qui ont le droit de rien non plus. Hein, et qui vivent comme nous il y a 60 ans. Donc ça va mettre du temps, mais petit à petit, voilà, on peut pas demander à ce que tout change radicalement, mais tu vois, il y a des choses qui changent. C'est comme l'affaire de Pépita, tu vois, Pépita. Tout le monde a été choqué. Oui, vous avez vu comment il la traitait et tout. Tout le monde a voulu en faire une victime. Elle a dit, m'utilisez pas comme ça. Moi, je l'ai pas vécu comme ça à l'époque et tout ça. Mais il y a un truc qu'on n'a pas soulevé, c'est qu'aujourd'hui, on est choqué par ça. Et le fait qu'on soit choqué, ça montre quoi? Qu'il y a quand même eu une évolution. Et c'est pas, on se regarde les images, on se dit c'était quand même la belle époque. On pouvait quand même dire à des noirs qui ressemblaient à des singes. C'était vraiment super, tu vois. Aujourd'hui, on voit ça, on se dit oh là là, ils faisaient ça en 94. C'est grave. Ouais, c'est abusé. C'est abusé. Alors qu'en fait, nous en 94, on regardait ça et ça nous, on disait elle mange des bananes. Mais oui, non mais tu vois, aujourd'hui ça nous choque. Notons ça. Notons qu'aujourd'hui ça nous choque. Notons que qu'on a évolué, mais bien sûr. Et que c'est une belle avancée en fait. Et elle a pas voulu se porter en victime, et du coup tous ceux qui voulaient l'ériger en victime, ils ont dit vas-y, de toute façon t'es une négresse de maison, la pauvre quoi. Mais laissez les gens être ce qu'ils veulent. Si elle se sentait pas elle-même à cette époque-là désabusée,
Bah pourquoi vous voulez qu'elle dise des trucs sur ses Non, mais camarades? on en revient du coup à ce truc-là des gens qui veulent faire la justice et Exactement. Balkany, qui appelle le collaborateur Grainerie. ouais. Non mais ça c'est abusé de ouf. Grainerie, parce qu'il a un nom imprononçable, il s'appelle Dan, le mec. Si t'arrives pas à dire Dan, va consulter, t'as un problème d'AVC ou je ne sais quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est toute une époque. Et lui, je suis sûre qu'au fond de lui-même, il se sentait pas forcément... Il s'est dit, je fais partie de l'équipe, il m'appelle Grainerie. Ma sœur, dans sa famille en Normandie, sa belle famille, il l'appelle Sushi. Moi, ça me choque. Je dis, mais on t'appelle Sushi. Mais elle le vit pas comme ça. Laissez les gens vivre les choses comme ils veulent. Mais notons qu'aujourd'hui, comme on a traité Pépita à cette époque-là, ça nous choque. Ça veut dire que, voilà, quand même, il y a une évolution. Et heureusement. Voilà, j'ai fini. La scène, c'est aussi un moyen de soulever des choses qui ne vont pas, pointer du doigt par l'humour pour faire réfléchir les gens. Toi, sur quel sujet, là, aujourd'hui, tu as envie de faire réfléchir les gens? Est-ce que tu as des textes pour tes prochaines scènes sur lesquelles tu as envie de mettre en lumière certaines choses? Tu vois, tous les sujets qu'on vient d'aborder là, sur justement, tu vois, les histoires de censeurs et tout ça, je trouve c'est des choses qui m'inspirent pas mal en ce moment. Des trucs sur les animaux aussi, la cause animale, c'est un truc qui me touche beaucoup. Tu sais, il y avait une phrase de Gandhi qui disait on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. D'accord. Tu vois? Et je trouve que, tu vois, la manière dont on les traite, mais même pas, je te parle pas que des animaux de compagnie, hein. Je te parle de la manière dont tu vas aller abattre des milliers de vaches, tu vois, dans ta consommation, même à la nourriture, à la viande. Enfin, tu vois, il y a un truc assez inhumain dans l'abattoir, tu vois. J'avais vu un reportage un jour sur les guerriers Maasai. Ils mangent pas beaucoup de viande. Mais quand ils mangent une petite chèvre, pardon, c'est vraiment pour un événement, un mariage, un truc vraiment qui compte. Et en fait, j'allais dire, c'était trop mignon comment ils l'ont tué. Mais tu sais, ils vont la voir. Et en fait, la chèvre, elle se doute de rien. Elle est là, comment ça va ma petite chèvre et tout. Ils font, c'est un truc genre, ils l'endorment. Et après, ils la tuent. Ça veut dire à aucun moment. C'est pas violent, quoi. Mais non. Y a pas de... À aucun moment, on va dire eux, c'est les guerriers Maasai, c'est les guerriers, hein, c'est des violents et tout. Alors que là, t'imagines les animaux à 5 km de là, ils savent qu'ils vont en crever, ils sont stressés. Et ça, c'est la nourriture que tu vas mettre dans ton corps après. Tu vois, c'est énergétique, quoi. Donc j'ai plein de trucs autour des animaux, autour de la condition de la femme, le fait que tu juges les femmes qui veulent pas être mères aujourd'hui. Encore aujourd'hui, hein. Mais comment tu veux pas te reproduire? Bah non. Moi, je me connais. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu vois? Non, mais tu vois, avec les nouvelles technologies de congeler ses ovocytes, machin, tout ça, tu vois. Donc c'est mon rapport propre à ça. Mais ça fait soulever des questions aussi. Enfin voilà, j'ai tout un tas de réflexions comme ça. Ok. Et 2020, je voulais revenir sur cette année, du coup, sur la crise sanitaire. Ça a été une crise sanitaire? Ouais, apparemment. Arrête. Personne ne dit rien, moi aussi. Et ça a été une année qui a été très dure pour la culture et pour la scène. Comment les artistes et les humoristes, vous vous êtes organisés et comment vous êtes réajustés à la situation? En fait, c'est pas simple parce qu'en fait, tu sais, c'est pas comme quand on te dit pendant 3 ans, il va rien se passer. Tu vois, ou pendant 2 ans, il va rien se passer. Ouais. Ou Parce que là, tu es tout le temps dans l'incertitude. Tu sais pas c'est quand la nouvelle... On te dit là, dans 2 mois, allez, dans 3 mois, dans machin. Là, ça fait 12 mois, plus même, 12, 13 mois. Ouais. Et à chaque fois, on te dit, tu vois, c'est comme quand tu as une soirée, on te dit, bon, vas-y, mets ton manteau, on va y aller. Et l'autre, il met 10 plombs à partir. Là, tu dis, bon, on va peut-être y aller maintenant, tu vois. Toi, t'oses pas bouger, t'oses pas refaire une conversation avec d'autres gens parce que tu te dis, là, on va y aller dans 5 minutes. Et en fait, ça fait 5 heures que tu l'attends et t'as ton manteau et t'as passé une soirée de merde. T'as passé plus de temps à attendre l'autre qui t'a dit, on y va, que à passer ta soirée tranquille, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'on est vraiment dans ce même état-là, en fait. Et donc, ils sont marrants avec les réinventez-vous, mais tu sais comment c'est dur déjà de s'inventer. Là, moi, je peux m'inventer toutes les vies que tu veux, mais à un moment donné... Comment tu t'es réinventée, Candy? Moi, j'ai quand même la chance d'être dans une série qui tourne, tu vois, même si on a été impacté parce qu'on a moins d'épisodes et tout. Camping Paradis, voilà, ouais. Où j'ai un rôle récurrent depuis 5 ans dedans. D'accord. Et donc, j'ai de la chance d'avoir des rentrées d'argent via ça, d'écrire.
Donc voilà, de faire des interventions aussi. Je travaille beaucoup avec des entreprises en tant que consultante communication. D'accord. Tu vois, je réécris des discours, je coach des managers, je fais de la prévention de risques psychosociaux. J'ai un DU de médiateur que j'ai eu il y a 4 ans maintenant à Assas aussi. Et donc, tu vois, pour ça, je parlais de médiation aussi tout à l'heure, mais c'est vrai, on ne met pas assez Faire le lien, en fait. Faire le lien, c'est ça. Gens, ouais, tout simplement. Au lieu de, tu vois, alors que nous, on renforce les divisions. Ouais. Et on fait plus le lien. Ouais. Et c'est ça qui va pas. Donc, en fait, voilà. Donc, moi, je me suis... En vrai, en 2020, je me suis pas ennuyée, quoi. Ouais. J'ai pas pu jouer. J'ai perdu forcément du travail par rapport aux années précédentes. Mais je suis pas à plaindre. Sincèrement, non. Et comment ça se passait au niveau des dates de chacun? Parce que tout a été repoussé à chaque fois. Enfin... Les dates, elles sont en soirée avec nous. Elles attendent. Ouais. Voilà, j'ai mon manteau, moi aussi. On y va pas. Ouais. Ah non, mais vraiment... là, tu vois, on est dans un lieu qui s'appelle le Jardin Sauvage, qui est un lieu de stand-up où il y a tous les soirs 3-4 plateaux. Lui, il est dans l'attente aussi, le gérant, de se dire comment on fait, comment on réouvre. Là, ils viennent de dire trouver des idées pour des spectacles vivants à l'extérieur. Bah, ça veut dire quoi? Qu'on réouvre pas les salles. Et même si tu les réouvres avec une jauge à 30%, elle est où ta rentabilité, toi? Il n'y en a aucune. Donc, franchement, c'est compliqué. Les dates s'annulent. Au début, elles se décalent. Et puis, au fur et à mesure, ça s'annule. Ben, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre, un de ces 4, et qu'on va partir de cette soirée. Ouais, horrible soirée. Ça fait longtemps qu'on y est. Hein. Le son est mauvais, le DJ est pas là. Plus de vodka. En plus, tu sais, de la petite voix à l'intérieur, tu t'es dit, non, j'ai pas envie d'y aller dans cette soirée. T'avais pas envie de t'habiller, t'avais pas envie de sortir. On t'y a forcé. Voilà, et t'es dedans là. Et franchement, la soirée la plus longue de notre vie, quoi. Candy, quels sont tes modèles d'inspiration, tes sources d'inspiration sur la scène de l'humour, qu'elles soient françaises ou internationales? Elles sont assez diverses. Quand j'étais petite, j'aimais bien Les Inconnus. Voilà, il y a des sketchs que je redécouvre d'eux qui n'ont pas vraiment bougé, qui sont assez intemporels. Et voilà, et sinon, les stand-up américains aussi, genre des mecs comme Ricky Gervais, Bill Burr, Dave Chappelle, une nana qui s'appelle Wanda Sykes, une femme asiatique aussi qui s'appelle Margaret Cho. J'ai plein de références, en fait, je regarde vraiment beaucoup ce qui se fait. Et après, je vole toutes les vannes. Non, je suis française, hein. Attention, tu vas tomber dans les vidéos de... Copy Comics, ça me fera au moins de la pub, un peu. J'avais créé un sketch comme ça avec un mec qui était dégoûté parce que personne ne lui avait rien volé. Il était deg et tout. Il dit franchement, parce que quand même, le petit sketch sur le chien qui pète, c'était quand même drôle. Pourquoi personne ne me le vole? Tu sais, vu toi, en tant qu'humoriste, si on t'a jamais rien volé, tu peux te remettre un petit peu en question. De tu ouf. Vois. Et moi, on m'a jamais rien volé, c'est bizarre. Alors, banh mi, c'est le nom du podcast. Est-ce que tu manges des banh mi, Candy? J'en mangeais quand j'étais étudiante. J'allais dans le 13e acheter mes petits banh mi, tu sais, en face de chez Tank Frère. Mais sinon, non, moi je suis riz forever, quoi. Ok, ouais, team riz, quoi. Ah ouais, de ouf. Team riz magie. Team riz magie, ouais. Pas de magie. Pas de riz. Pas de riz. Ouais, pas de bras non plus. Non plus. Je préfère pas manger, la vérité. Il y a pas de magie, allez, oublie. Genre les pires, pour moi, c'est les gens qui mettent du beurre dans le riz. Ah ouais. J'ai envie de crever. T'as vraiment mis du beurre dans ton riz. Genre t'as cru que c'était des pâtes. Ouais. Et du gruyère. Hein? Quel est le plat qui définit le mieux ce que tu es, ce que tu représentes et que tu voudrais faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices? J'adore le poulet à la citronnelle. Poulet au curry aussi, je le fais très bien. Ok. Donc team poulet. Ouais, moi c'est poulet. Si tu veux me faire kiffer, auditeur, que tu veux m'inviter chez toi, poulet, c'est tout. Poulet ou poisson. Quelle est ta dernière découverte asiatique ou une découverte asiatique qui t'a marqué, qu'elle soit en termes de plats, de lieux, d'art, de films, d'humoriste aussi peut-être Tu sais que j'étais en train de penser à quoi? En plat, que j'aurais été une bâtarde si j'avais dit les œufs couvés. Oh bâtard, ouais. Les fœtus de canard. Ouais, les fœtus de canard. Ouais. Mon Dieu, mon père, il mangeait ça. Ah ouais. Et il nous disait, vous êtes des Niakoué, vous mangez pas ça. Mais moi, je kiffe les fœtus de canard. C'est vrai? Moi, j'ai grandi aux fœtus de canard. Ah bah nous, on n'a jamais voulu manger ça. Mais moi, les fœtus de canard, tu vois, genre ma mère, elle en mangeait. Vous entendez bien les auditeurs, hein, les fœtus de canard. C'est bien, on parle bien de ça. C'est-à-dire que c'est un œuf à l'intérieur et un petit poussin, un petit fœtus. Ouais, c'est ça. Et en fait, ma mère, elle en mangeait.
Et comme pour moi, je mange tout ce qu'elle mange. Ouais. Et donc, du coup, ça me paraissait pas anormal. Ouais. Et je me suis rendu compte que c'était un peu chelou quand j'en mangeais devant des potes. Et genre, ils me Mais disaient... à quelle occasion t'en manges devant des potes? Parce que en fait, j'habitais... Parce que ça, c'est un truc que tu fais en cachette. Comme écouter certains trucs, tu vois. Mais genre, quand j'étais en Asie et tout... moi, j'ai habité 8 ans en Asie. Et donc, du coup, parfois, j'allais au Cambodge ou au Vietnam. Et ils sont vraiment friands des fœtus de canard. Et parfois, j'étais avec des potes dans ces pays-là. Ouais. Et j'en mangeais et ils me disaient... Ah ouais, tu manges ça quoi. Et je fais ouais, en fait j'ai toujours mangé ça. Et je me suis rendu compte comme quoi c'était un peu chelou et un peu bizarre de... Ouais, c'était... Oui, il y avait des trucs quand c'est habituel pour toi et normal, tu te poses même pas la question. Oui, mais tout à fait, parce que t'as grandi avec ça. Comme les cuisses de grenouille. Oui. Moi j'en ai mangé toute mon enfance des cuisses de grenouille. Et tu vois, il y a des gens, tu manges des cuisses de grenouille. Moi j'étais là, c'est trop bon, t'es malade toi. Mon père il les cuisinait trop bien et tout. Ouais, non mais voilà, du coup je mange des fœtus de canard. Et toujours? Ou ça fait longtemps que t'en as pas mangé? Ouais, non, toujours, tu vois, genre s'il y a un petit fœtus... N'empêche que tu sais, je suis partie jouer à Hong Kong et à Shanghai. Ah d'accord, trop bien. Ouais, j'ai joué là-bas et tout. Et c'est la première fois que j'allais en Asie. Ouais. Et je me sentais trop bien parce que tout était à ma taille. Ouais, non mais ça c'est top. Tu sais, les plans de travail, tout est à ta taille. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais quand même, tu sais, tu dis, je suis connectée à là-bas. C'est chez moi. Non mais ouais, moi aussi, quand j'étais dans le métro et tout, tu sais, genre parfois, je voyais la tête des gens, je disais, ah ouais, je suis grande ici. Alors, elle fait 1m50, hein. Allez, 55. Pour pousser avec les talons. Après, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait, ah ouais. Non mais c'est vrai, il y a des trucs quand même où tu te dis en fait ça te fait du bien de te rattacher à des choses. Et en fait c'est fou comme la cuisine et les odeurs, c'est des trucs qui nous rappellent, connectent immédiatement notre enfance. Ouais, tout à fait. Et tu sais où j'ai mangé les meilleurs nems indépendamment de chez ma grand-mère? Au Mali. Ah ouais. Ouais, il y avait une famille de Vietnamiens qui avait un petit boui-boui au Mali dans la truc. Et je te jure, elle me ressemblait plus que ma propre tante, la dame. Et je mangeais les nems comme ma grand-mère les faisait. Ah ouais. Je te jure. Putain. Ouais. Trop bien. Ouais. Comme quoi, faut voyager pour... Ouais, c'est ça. Si on va au Mali, les gars, on va manger des nems. Elle a un petit camion. Ok. Ouais. Ils sont forts, les Viet. Hein. Mais le même goût, hein. À côté du feu rouge, c'est ça, au Mali? Franchement, je te jure, en Afrique noire, au Mali particulièrement, moi qui ai un très bon sens de l'orientation, j'étais en galère. Parce que c'était pas du tout les codes, les décors que tu avais. Et donc, moi, à chaque fois, je pouvais repasser 10 fois devant le même endroit, je savais pas. Donc, si tu me demandes exactement où il est, je sais pas. Impossible. Impossible. Ouais, alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute au Mali et qui peut nous donner l'adresse de cette dame qui vend des nems. S'il vous plaît. Quel est l'ingrédient qui sublimerait ta baguette? Et par baguette, tu peux remplacer le mot par société, avenir, ce que tu veux. Je pense... ça va être un peu Miss France, ce que je vais dire, mais de la paix. Mais la paix, pas dans le sens... il nous faut de la paix, tu vois, mais dans le sens être paisible à l'intérieur. C'est-à-dire que, tu vois, pour qu'il puisse y avoir de l'écho quand tu écris des choses ou quand tu parles ou quand tu machin, c'est qu'il faut qu'on soit un petit peu plus en paix et qu'on arrête de partir en guerre sur le moindre motif. Et surtout, on mène des guerres et des combats qui ne nous concernent même pas parfois. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y en a un qui dit « regardez la bagarre! Quoi? C'est fou !» Si, ça me rappelle vraiment l'école. « On y va tous! Vous avez vu? Oh là là, comment il s'est fait défoncer et tout !» Après, la bagarre, elle est dissipée. Il y en a un qui est puni jusqu'à la fin de la semaine et l'autre dit « Ah là là, heureusement qu'on était tous là et tout. » Et en fait, c'est ça. Ce qui, à un moment donné, personne n'a procédé à la réconciliation entre ces deux personnes qui se sont battues. Donc moi, je pense que vraiment, à notre échelle à nous, essayons de se réconcilier et avec nous et avec les autres et d'arrêter de partir en guerre parce que tous les motifs sont valables pour se bastonner. Ça me rappelle, je sais pas si tu as des jours comme ça où il y a des matins, tu te lèves, tu te dis j'ai envie de me battre avec quelqu'un. et tu vas tout faire pour le mettre un coup de coude. T'as mis un coup de coude là, tu vois? Et c'est pas l'univers entier qui s'est réveillé ce matin-là en se disant on va la défoncer. C'est toi qui t'es réveillé avec cette énergie-là. Venez, on calme ça. Voilà, c'est ça mon petit ingrédient. Plus de paix. Plus de paix. Quelle est la musique avec laquelle tu voudrais finir, Candy? Et j'aime bien Ichon. Non, c'est dans la vie, il y a des jours où il pleut et où il fait beau. Tu sais, c'est il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Ouais, je serai jamais chanteuse, hein. Il y aura du vent, ce sera plus facile. Tu connais pas ce son? Non. Ouais, Ichon, c'est un bon gars. J'aime bien ce qu'il fait.
Ok, super. Bah écoute, merci Candy. C'est moi qui te remercie et qui vous remercie. Pour cet beau moment, cette conversation, j'ai beaucoup rigolé, j'étais aussi un peu émue et pour tout ce que tu veux mettre en lumière et valoriser, de créer ce lien, d'être un peu plus compréhensif les uns avec les autres, plus d'ouverture. On en a besoin. On en a besoin et je pense que ça ferait du bien un peu à tout le monde. D'être surtout en ce moment, dans cet état d'esprit. Ouais. On va traverser des temps qui vont être très difficiles. Sincèrement, je pense économiquement et donc qui dit économiquement dit dans ta vie personnelle. Et si on n'est pas là les uns pour les autres et les uns avec les autres, je pense qu'on va vraiment... Et c'est comme ça que les extrêmes montent et c'est comme ça que tu vois, parce que soi-même on devient extrémiste aussi. Donc venez, on fait pas ça. Merci Candy et hâte de te retrouver sur scène du coup. Même moi je me suis cherchée sur scène, je me suis pas vue encore. Je suis dans les toilettes de la soirée de merde là. Venez me chercher. Merci Candy. À bientôt. Salut. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banni Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. Ce sera trop facile, il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage, il y aura du vent, ce sera trop facile, mais quelle surprise, tu tiens sur le fil, t'es plus sûr de vivre, faut pas que t'angoisses, n'aie pas peur du